Ogres, monstres et sorcières hantent notre imaginaire depuis la nuit des temps, comme autant de précieux souvenirs d'enfance, toujours vivaces, toujours vivants. Mais avec l'apparition de l'image en mouvement, des virtuoses de l'illusion tels que Georges Méliès ont donné vie à toutes ces engeances, offrant pour le meilleur et pour le rire une représentation visuelle de ces fantasmes informulés. Salut et bienvenue à tous pour ce hors-série Total Remake. Aujourd'hui on va revenir sur une figure incontournable des effets spéciaux au cinéma et grand pionnier de la stop motion, le grand Ray Harryhausen. Né en 1920 à Los Angeles, le jeune Raymond Harryhausen découvre très tôt sa vocation d'animateur après avoir assisté à la première du King Kong de Cooper et Schoedsack en 1933. Le destin du jeune homme, que l'on surnommera plus tard l'homme qui a vu King Kong 90 fois, est alors tout tracé. Quand j'ai vu King Kong en 1933, j'ai eu envie de travailler dans le cinéma. Rien de la sorte n'avait été montré à l'écran. Il m'a hanté pendant des années, même si ses mouvements étaient un peu saccadés. Cette créature est incroyable, elle est gigantesque. Elle m'a fait une très forte impression. Ce n'était pas lié à la maîtrise technique, mais à la production du film tout entier. Il vous transportait, vous faisait quitter le monde quotidien de la dépression pour vous plonger dans la fantaisie la plus excessive jamais portée à l'écran. Ce film a déterminé ma carrière. Ainsi, il ne tarde pas à réaliser ses premiers courts-métrages dans le garage de la maison de ses parents, y mettant en scène ses premières créatures, notamment des dinosaures. Il apprend alors le montage, la technique de prise de vue, en même temps que la conception des créatures en elles-mêmes. C'est à cette époque qu'il rencontre Willis O'Brien et sur le conseil de ce dernier, Harryhausen prend des cours de photographie et de sculpture pour peaufiner son savoir-faire. Il fait alors la connaissance d'un jeune homme du même âge que lui et vouant lui aussi un culte à King Kong, le futur romancier Ray Bradbury, avec qui il développe des liens d'amitié. Harryhausen montre à son camarade un extrait de film qu'il a réalisé et Bradbury, tombé littéralement sous le charme, ne tarit pas d'éloges quant au travail de son ami. Je crois que tu vas devenir mon ami pour la vie. Chacun à leur manière, les deux hommes apporteront beaucoup au genre de la science-fiction, au cinéma comme en littérature. À l'aube des années 1940, le jeune Ray Harryhausen songe à un projet nommé Évolution, film devant relater l'origine de la vie sur Terre. Mais la vision de Fantasia, des studios Disney, l'en décourage. Toutefois, il montre quelques essais au producteur et réalisateur George Pal, figure importante du cinéma d'animation à base de marionnettes articulées baptisées les Pal Dolls, et futur producteur et réalisateur de classiques du cinéma de science-fiction comme La Guerre des Mondes de Byron Askin ou La Machine à explorer le temps qu'il réalise lui-même en 1960. Ce dernier engage Harryhausen pour travailler sur les Puppetoons, série de courts-métrages d'animation image par image produite pour la Paramount. Toujours pour George Pal, il met au point les trucages de Tulips Shall Grow. Sorti en 1942, ce court-métrage de 7 minutes se présente comme une parabole de l'invasion des Pays-Bas par le Reich, survenue en mai 1940. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il sert dans l'unité du réalisateur Frank Capra, élevé au titre de major et chargé par le gouvernement américain de réaliser une série de films de propagande pour les jeunes recrues, Why We Fight. À l'issue du conflit, il réalise lui-même plusieurs adaptations de contes de fées. Tout d'abord, Mother Goose Stories, court-métrage composé de 4 fables à destination du public enfantin, puis une série de films inspirés d'œuvres de Charles Perrault et des frères Grimm, comme Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel et Réponse. Pour ces films, d'une durée d'une dizaine de minutes chacun, Harryhausen est aidé par ses parents, sa mère concevant les costumes et son père les armatures des figurines. Les débuts de sa carrière sont ainsi marqués par l'influence des fables et contes pour enfants. On remarque que ce type d'histoire, simple et à visée universelle, a beaucoup inspiré les spécialistes de la stop motion, de Ladislas Starevich à Jiří Trnka. Ray Harryhausen est ensuite engagé par Willis O'Brien, qu'il avait rencontré quelques années plus tôt, afin de le seconder pour élaborer les animations de Monsieur Joe d'Ernest Schoedsack, film dont nous avons déjà parlé dans le dossier consacré à King Kong. En réalité, il fera bien plus que seconder le maître O'Brien, puisque ce dernier, d'une santé fragile et en bout de course, déléguera à son jeune assistant la quasi-totalité de l'animation du Gorilla Joe. Sorti en 1949, le film sera récompensé un an plus tard par l'Oscar des meilleurs effets visuels. Je crois que c'est l'un de ses meilleurs travaux, parce que la personnalité de Monsieur Joe est incroyable. La manière dont il bouge comme un gorille, alors que King Kong ne bouge pas du tout comme ça. Le succès et la réussite artistique du film ouvrent officiellement à Ray Harryhausen les portes du 7e art et va lui permettre d'aborder des projets plus conséquents. Au début des années 50, la science-fiction devient un genre très prisé aux États-Unis, notamment suite au succès de films comme Le jour où la Terre s'arrêta, La Guerre des Mondes ou Planète Interdite. Ainsi, en 1953, on lui doit la créature géante du Monstre des Temps Perdus réalisée par Eugène Lourier, décorateur et directeur artistique ayant travaillé sur le Napoléon d'Abel Gance, mais aussi pour Marcel L'Herbier, Jean Renoir, Max Ophuls ou encore Charlie Chaplin.
Ici, une créature géante, réveillée suite à un test nucléaire mené dans le Grand Nord, se dirige vers New York et y sème la destruction. Ce film, adapté d'une nouvelle de l'ami de Harryhausen, Ray Bradbury, est l'un des tout premiers mettant en lumière la peur liée à l'arme atomique et la revanche de Dame Nature suite aux excès technologiques des hommes, un an avant le Godzilla de Ichiro Honda. Pour concevoir les effets spéciaux, Harryhausen ne dispose que d'un budget rachitique de 5 000 $. C'est en 1955 que Ray Harryhausen fait une rencontre capitale pour la suite de sa carrière. Le producteur Charles H. Schneer, qui, épaulé par le talent de Harryhausen, va donner naissance à une longue série de films fantastiques qui resteront dans les mémoires. Le premier est Le monstre vient de la mer de Robert Gordon, où une pieuvre géante attaque la ville de San Francisco. Malgré un budget modeste, environ 150 000 $, Harryhausen perfectionne sa technique et malgré le fait que la créature du film soit dotée de 6 tentacules au lieu de 8 pour ces mêmes raisons budgétaires, le film marque avec bonheur le début de la collaboration entre Harryhausen et Schneer. Pour la petite histoire, le Docteur Octopus de Spider-Man 2, réalisé par Sam Raimi, est un clin d'œil à la pieuvre de Harryhausen. Raimi rajoute sa griffe en attribuant une personnalité à chaque tentacule du personnage. Harryhausen et Schneer récidivent un an plus tard avec Les soucoupes volantes Attack, film de science-fiction typique des années 50 qui aura une influence certaine sur le Mars Attacks de Tim Burton. Là encore, Harryhausen est toujours en recherche de nouvelles techniques pour parfaire son travail, comme le raconte Tony Dalton, historien du cinéma à qui on doit plusieurs livres et documentaires consacrés à Harryhausen. Il utilisait des fils de soutien comme pour une marionnette. Vous avez une croix à laquelle sont attachés des fils, donc vous pouvez manipuler la maquette. Il inventa une attache aérienne orientable, il pouvait donc déplacer les soucoupes sous des angles prédéterminés. Un petit mot sur le réalisateur Fred F. Sears, un yes-man de la série B, qui est surtout connu pour avoir signé The Giant Claw, nanar de haut vol, c'est le cas de le dire, aux effets spéciaux ahurissants. Le producteur Sam Katzman, réputé pour sa radinerie, n'avait pas le budget nécessaire pour s'offrir les services de Harryhausen et jeta son dévolu sur une petite société mexicaine, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat s'en ressent légèrement. Pour la petite histoire, lors de la première du film, chaque apparition de la marionnette à l'écran suscita l'hilarité du public. N'est pas Harryhausen qui veut. Ce dernier, 7 ans après Monsieur Joe, retrouve Willis O'Brien pour The Animal World, documentaire réalisé en 1956 par Irvin Allen, puis, toujours en coopération avec son complice Charles Schneer, il élabore les effets spéciaux de À des millions de kilomètres de la Terre, mis en scène par Nathan Juran, bon artisan de série B. Ainsi, Harryhausen y donne naissance à Ymir, une créature vénusienne très réussie. L'artiste se montre décidément très intéressé par les récits futuristes, ayant très bien su s'intégrer à un genre très prisé dans les années 50, la science-fiction. Reflet de la peur de l'homme face à son avenir, comme nous avons pu le voir dans le dossier consacré à la jetée de Chris Marker, ce genre offre de nombreuses possibilités, permettant la création de monstres toujours plus surprenants, et le Vénusien Ymir en offre un bon aperçu. La créature de À des millions de kilomètres de la Terre a connu de nombreux changements. À un moment donné, elle portait une corne. À un autre stade, elle n'avait qu'un œil. Finalement, je suis arrivé à une sorte de combinaison entre un homme et un lézard. Ainsi, vous parvenez à créer plus d'émotions avec un visage humain qu'avec une créature purement animale. Bien des années plus tard, le réalisateur Joe Dante avouera une filiation très nette entre le travail de Harryhausen et le sien. Le design de la créature dans Piranha s'approche un peu de celui d'Ymir. Dans Piranha, aucun monstre en stop motion n'était prévu. Le monstre en stop motion apparaît dans le film parce que le producteur et moi nous aimons la stop motion. Chaque fois que je l'utilise dans un film, c'est un hommage à Harryhausen ou O'Brien. Toutefois, l'artiste ne tarde pas à craindre une lassitude du public et aspire à de nouvelles créations. J'ai détruit New York avec le monstre, j'ai détruit San Francisco avec la pieuvre, j'ai détruit Rome avec Ymir et j'ai détruit Washington avec les soucoupes volantes. Ça commençait à devenir répétitif. Alors j'ai cherché d'autres moyens d'utiliser la stop motion et ça m'a amené à Sinbad. C'est en 1958 que notre homme va se surpasser. Le 7e voyage de Sinbad, premier volet d'une trilogie produite par la Columbia, adapte la légende du marin Sinbad, personnage qui apparaît pour la première fois dans une édition tardive des Mille et une nuits, recueil de contes persans et œuvre majeure de la littérature orientale. C'est sous le califat abbasside que Sinbad évolue, près de Bassora, ville aux frontières du golfe Persique et située dans l'actuel Irak. Lors de ses nombreuses aventures qui le conduisent de part et d'autre de l'Orient, Sinbad a plus d'une fois l'occasion de se trouver face à des créatures extraordinaires, en particulier des rocs, oiseaux gigantesques que l'on retrouve régulièrement dans les contes et récits mythologiques perses. De plus, un cyclope géant et noir de peau emprisonne Sinbad et ses compagnons lorsque ceux-ci s'aventurent sur une île. On comprend alors sans peine la réussite du 7e voyage de Sinbad, tant cet univers riche et attrayant est un terrain illimité permettant à Harryhausen de laisser libre cours à son imagination en imposant un bestiaire de premier ordre, avec entre autres un cyclope, un dragon et même un oiseau bicéphale. J'ai conçu le cyclope très minutieusement.
Je ne voulais pas qu'on pense qu'il s'agissait d'un homme costumé. Je l'ai donc doté de pattes de bouc, comme un satyre dans la mythologie. Je lui ai également donné 3 doigts, afin que personne ne croie à un acteur en costume. Et je pense que ça marchait très bien. Je reçois plus de lettres de fans concernant le Cyclope que n'importe quel autre personnage. Dans ce film, le marin Simbad, afin de redonner sa taille normale à sa fiancée victime du mauvais tour d'un magicien, doit s'aventurer sur une île où 1000 dangers l'attendent, dans le but de récolter les ingrédients qui serviront à concevoir un élixir magique. La mise en scène est à nouveau confiée à Nathan Duran et la musique est composée par le grand Bernard Herrmann. Le film, flamboyant, constitue un sommet dans la carrière de Harryhausen et inspirera Jack le tueur de géants, réalisé en 1962 par l'inévitable Nathan Duran et avec une partie de la distribution de Simbad. Les créatures, toutefois, n'ont pas été conçues par Ray Harryhausen. S'ensuivent les Voyages de Gulliver, d'après l'œuvre de Jonathan Swift publiée en 1726. Tandis qu'il embarque à bord d'un navire en partance pour les Indes pris dans une tempête, le docteur Gulliver échoue sur l'île de Lilliput, peuplée d'êtres minuscules. Sur place, il met fin à une guerre opposant les Lilliputiens à leurs voisins, puis repart et se retrouve cette fois-ci sur une île peuplée de personnes gigantesques. Encore aujourd'hui, les trucages surprennent par leur habileté. Les créatures du film, un écureuil et un alligator, sont remarquablement animées et l'interaction entre ces dernières et les comédiens n'a jamais été aussi réussie. 1 an plus tard sort L'île mystérieuse, sans doute la plus belle adaptation du célèbre roman de Jules Verne, publié dès 1874. Lors de la guerre de sécession, une poignée de soldats de l'Union prisonniers dans un fort s'évadent en ballon et atterrissent sur une île où ils ne tardent pas à être attaqués par des animaux géants, parmi lesquels un crabe, un oiseau, un calamar et des abeilles. Ils se retrouvent alors face au propriétaire de l'île, qui n'est autre que le capitaine Nemo, rescapé du naufrage du Nautilus. Harryhausen et Schneer ne se contentent pas d'adapter Jules Verne à la lettre et s'offrent plusieurs libertés, notamment avec l'apparition des créatures. Nous avons utilisé le concept initial de l'île mystérieuse, mais nous avons essayé de le rendre plus captivant pour ne pas se contenter d'une histoire de survie sur une île déserte. Nous avons restructuré l'ensemble du récit pour obtenir le scénario que vous avez découvert à l'écran. Pour l'anecdote, le crabe du film était authentique. Après avoir été tué, la chair en fut extraite et une armature fut glissée sous la carapace. Notons aussi que durant cette période, Jules Verne inspira particulièrement le cinéma américain, avec entre autres 20 milieux sous les mers, Le tour du monde en 80 jours, De la Terre à la Lune, Voyage au centre de la Terre, ou encore Les enfants du capitaine Grant. Le film suivant, Jason et les Argonautes, épopée mythologique sortie en 1963, est un nouveau jalon dans la filmographie de Ray Harryhausen. Adaptation libre des Argonautiques du poète grec Apollonios de Rhodes, le film aborde le mythe de Jason, fils du roi d'Iolcos, Éson, lequel se voit dépouillé de son royaume par son beau-frère, l'usurpateur Pélias. Jason est sauvé par sa mère des griffes de ce dernier, puis une fois devenu adulte, va trouver Pélias, qui accepte de lui céder le trône s'il lui rapporte la toison d'or qui se trouve quelque part en Colchide. Jason et ses compagnons, les Argonautes, s'engagent alors dans un périlleux voyage à bord de l'Argo. Grandement inspiré dans sa structure par l'Odyssée d'Homère, rédigée lors du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce poème en 4 chants est représentatif de la littérature épique de l'Antiquité et de la mythologie grecque, lesquelles sont souvent traversées de créatures hors du commun. Citons les Gorgones, le Minotaure, les Cyclopes, les Harpies ou encore les Géants. Avec un tel univers, Harryhausen n'avait que l'embarras du choix. Mélange intelligent et savoureux d'aventures fantastiques et de mythologie, l'œuvre fourmille de scènes anthologiques, celle de Jason combattant l'hydre, l'apparition de Talos le géant en bronze, et surtout le combat des Argonautes avec les squelettes. Harryhausen se surpasse et considère lui-même ce film comme son préféré. Nous avions 7 squelettes. 7 est un chiffre magique dans la mythologie. Ces 7 squelettes affrontaient 3 hommes. Nous avons filmé les acteurs en premier. Des cascadeurs jouaient les squelettes. C'étaient des escrimeurs. Nous avons fait attention au timing et répété la scène peut-être 10 fois. À la dernière prise, nous avons enlevé les cascadeurs et les acteurs se sont battus contre des ennemis imaginaires. J'ai ensuite projeté ces images derrière les squelettes miniatures, de sorte que les êtres humains aient la même taille que les squelettes. Il m'a fallu 4 mois pour animer la séquence. Cette séquence marquera bon nombre de futurs cinéastes, dont Sam Raimi qui en glissera une référence évidente dans Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres. De même, la série Game of Thrones lui a récemment rendu hommage dans le final de la saison 4. Un an plus tard, le maître Harryhausen change radicalement d'univers avec Les Premiers Hommes dans la Lune, à nouveau réalisé par Duran et d'après le roman de H.G. Wells publié en 1901. Ici, un savant excentrique de l'ère victorienne parvient à se rendre sur la Lune et découvre qu'elle est peuplée de créatures vivant dans des souterrains, les Sélénites. Mais le face-à-face se révèle tendu et des difficultés liées au retour sur Terre commencent à apparaître.
Les trucages et le parti pris, ouvertement fantaisiste voire parodique, instaurent une filiation très nette avec les fantasmagories de Georges Méliès, notamment Le Voyage dans la Lune. On doit le scénario à Nigel Kneale, auteur de la BBC très réputé et spécialiste de la science-fiction, créateur en 1953 du personnage du professeur Bernard Quatermass, héros de plusieurs séries télévisées et de 3 longs métrages. La fin des années 60 permettra à Harryhausen de travailler sur plusieurs projets auxquels, en son temps, Willis O'Brien songeait également. Ainsi, en 1966, il s'associe avec Michael Carreras, directeur de la société de production britannique la Hammer Film, et renoue avec ses premiers amours, les dinosaures, avec 1 million d'années avant Jésus-Christ, sorte de catalogue de scènes de la vie quotidienne préhistorique, avec une Raquel Welch qui, comme le souligne non sans humour Jean Tullard dans son dictionnaire des films, donne envie de connaître la préhistoire de plus près. Pour l'anecdote, Stephen King reprit l'image iconique du film dans sa nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, qui sera portée à l'écran par Frank Darabont en 1994 sous le titre Les Évadés. Enfin, on retrouve brièvement cette même image dans le saisissant générique de Ballada Triste des Trompetas d'Alex de la Iglesia. Pour la conception des dinosaures, Harryhausen s'inspire des œuvres du peintre Charles R. Knight, grand spécialiste de la préhistoire, duquel s'était déjà inspiré Willis O'Brien et ses acolytes pour le King Kong de 1933. Ce film est l'occasion pour Harryhausen de se permettre tous les anachronismes possibles, puisque l'on y voit des hommes des cavernes côtoyer des dinosaures comme si de rien n'était. Or, si l'on s'en tient à la chronologie officielle, les dinosaures dont le règne a couvert 3 périodes, le Trias, le Jurassique puis le Crétacé, ont disparu il y a 65 millions d'années, tandis que les Homo sapiens ne sont apparus que bien après, il y a 200 000 ans. C'est sûr que niveau rigueur historique, on a vu mieux. Toutefois, quelques animaux authentiques figurent dans la mise en scène, notamment un iguane et une tarentule, utilisés pour accroître le réalisme du film. Pour 1 million d'années avant Jésus-Christ, l'animateur retrouve Don Chaffee, le réalisateur de Jason et les Argonautes. Signalons au passage qu'il s'agit du remake d'un film de 1940, Tumac, fils de la jungle, avec entre autres Lon Chaney Jr., le fils de Lon Chaney, immense acteur du muet connu pour ses extravagants maquillages. Restons dans les dinosaures. 3 ans plus tard, en 1969, sort La Vallée de Gwangi, faux remake de King Kong et transposition du mythe dans l'univers du western, dont nous avons déjà parlé dans le dossier consacré aux gorilles géants. Petite piqûre de rappel néanmoins. L'histoire, directement inspirée d'un script de Willis O'Brien, nous raconte les pérégrinations de cow-boys dans une vallée perdue, laquelle se révèle peuplée de dinosaures. Flairant la bonne affaire, ils réussissent à capturer un T-Rex et à en faire une attraction de cirque. Mais la brave bête ne tarde pas à s'échapper avec tous les dégâts que l'on peut imaginer. Là aussi, Ray Harryhausen nous offre un bestiaire 5 étoiles, puisque Pteranodon, Styracosaurus et T-Rex jalonnent le récit. Plus de 2 mois de travail seront nécessaires à Harryhausen pour la scène de la capture du T-Rex au lasso. La vallée de Gwangi n'a toutefois pas connu un grand succès commercial, ce qui incite Harryhausen à revenir à des valeurs sûres. D'où le voyage fantastique de Simbad et l'œil du tigre, qui, malgré d'excellents moments et des créatures toujours aussi soignées, ne restent pas dans les mémoires comme le film de 1958. En effet, les trucages de Ray Harryhausen commencent à dater et les progrès technologiques font que le public s'est habitué à des effets spéciaux plus spectaculaires. En 1981 sort le film testament de Harryhausen, Le Choc des Titans, où il renoue avec l'univers mythologique de Jason et les Argonautes. Il narre ici les exploits du fils de Zeus, Persée, lequel, afin de reconquérir le royaume d'Argos, doit affronter pêle-mêle la Gorgone Méduse, des scorpions géants, ainsi que le Kraken, lequel se prépare à dévorer la princesse Andromède attachée à une falaise. Notons que contrairement aux autres créatures, le Kraken est issu de la mythologie nordique. Pour son chant du cygne, le grand maître termine en beauté, puisque les apparitions du Kraken et de la Méduse sont autant de moments cultes qui feront beaucoup pour la réputation du film, lequel connaîtra un grand succès commercial, rapportant près de 40 millions de dollars pour un budget de 15. Notons au passage une distribution prestigieuse, puisque les dieux de l'Olympe sont incarnés avec malice par de grandes vedettes, comme Laurence Olivier en Zeus et Ursula Andress en Aphrodite. En 2010, Louis Leterrier en fera même un remake, dans lequel les effets spéciaux numériques remplacent les créatures artisanales de Harryhausen. Suite au choc des titans, le grand maître décide de se retirer, s'amusant à l'occasion à faire quelques apparitions en tant qu'acteur, notamment dans Le Flic de Beverly Hills 3 et Mon ami Joe, remake de Monsieur Joe. Enfin, épaulé par sa femme Diana, il fonde en avril 1986 The Ray and Diana Harryhausen Foundation, institut dont le but est d'initier le grand public à la technique de la stop-motion et de protéger le travail de l'artiste. En 1992, lors de la cérémonie des Oscars, Harryhausen reçoit des mains de Tom Hanks un Academy Award pour sa contribution au développement des effets spéciaux au cinéma. Puis en 2010, c'est au tour de Peter Jackson de lui remettre un BAFTA Award pour l'ensemble de sa carrière. Honoré par ses pairs et couvert d'éloges, Ray Harryhausen s'éteint à Londres le 7 mai 2013 à l'âge de 92 ans.
En digne héritier de Willis O'Brien, Ray Harryhausen n'a eu de cesse durant toute sa carrière de perfectionner la technique de la stop motion, mettant ainsi au point le procédé de la dynamation. La stop motion repose sur le même principe que le dessin animé. Si ce n'est qu'au lieu d'utiliser des dessins, on se sert d'une figurine en volume. Elle a une peau en caoutchouc et un squelette en métal. Votre caméra est réglée pour n'enregistrer qu'une image à la fois et vous la faites bouger, vous déplacez ses bras et vous devez tout faire de manière synchronisée. Lorsque vous enregistrez des centaines d'images fixes, cela crée l'illusion que la chose bouge toute seule. Les critiques disaient que nos créatures étaient en animation. Quand on entendait le mot animation, on pensait automatiquement à un dessin animé. De nombreuses personnes, surtout les adultes, ne voyaient pas nos films qu'ils croyaient destinés aux enfants. Nous avons donc imaginé un nouveau mot, dynamation, contraction de animation dynamique. L'élaboration de ce procédé contribua à accroître le réalisme des effets spéciaux, donnant l'impression au public que les acteurs interagissaient vraiment avec les figurines représentant les créatures. Ainsi, si O'Brien avait recours à des techniques comme la rétroprojection et la peinture sur verre, Harryhausen perfectionna le processus tout en limitant les coûts financiers. Les scènes avec les comédiens étaient d'abord tournées, puis elles étaient projetées image par image sur un écran. De l'autre côté de l'écran, derrière une paroi vitrée, une caméra tournait. Entre l'écran et la paroi en verre, Harryhausen installait la table d'animation sur laquelle évoluaient les figurines avant de poser un cache contre le verre afin de cacher le support de la miniature. Ensuite, à chaque fois que Harryhausen projetait une image, il déplaçait légèrement la figurine, le tout face à la caméra, et répétait l'opération. Une fois celle-ci achevée, il retirait la table d'animation et installait un contre-cache sur la paroi vitrée afin de masquer la partie de l'image jusque-là exposée. Revenant au début de la séquence, il projetait ensuite chaque image sans oublier à chaque fois d'enregistrer avec la caméra. Avec cette version améliorée de la technique du cache contre cache, Harryhausen parvenait à réunir animation et prise de vue réelle en un seul et même plan. Mais Harryhausen n'est pas qu'un technicien patient et ingénieux, mais aussi un chef opérateur minutieux et un directeur d'acteurs très présent. Caroline Munro, actrice principale du Voyage fantastique de Simbad, revient sur son travail avec Ray Harryhausen. Travailler avec Ray Harryhausen a été une expérience incroyable. Il n'y avait rien en face de nous, Ray nous montrait ses formidables dessins et nous disait « Voilà ce à quoi vous allez réagir. Ce n'est pas juste un dessin, c'est une vraie créature, énorme, gigantesque, une créature de 5 ou 6 mètres. C'est ça qui doit déterminer ton jeu. » Outre le producteur Charles Schneer, avec lequel il travailla sur une quinzaine de films, un autre nom revient régulièrement dans la filmographie de Harryhausen, celui du grand compositeur Bernard Herrmann, qui signera les partitions du 7e voyage de Simbad, Les voyages de Gulliver, L'île mystérieuse et Jason et les Argonautes, tous rattachés à l'âge d'or de la carrière de Harryhausen. Le compositeur d'Orson Welles et d'Alfred Hitchcock, de par son inventivité et sa capacité à s'adapter à tous les univers, fit énormément pour le développement de la musique de film. Ainsi, ces œuvres, grandioses et colorées, servent efficacement le film et participent à l'immersion du spectateur, ainsi qu'à l'aspect épique de l'intrigue. J'écoutais ces musiques dans les pièces radiophoniques d'Orson Welles. C'est Charles Schneer qui a fait venir Herrmann. Sa musique est vraiment unique, elle colle parfaitement à nos genres de films. Harryhausen accordait la plus grande importance à la musique, reconnaissant qu'avec l'apport de compositeurs comme Bernard Herrmann, Jérôme Moros, Marion Nachimbené ou Miklos Rosa, ces films ont beaucoup gagné en crédibilité. S'il reste essentiellement connu en tant que responsable des effets spéciaux, les activités de Ray Harryhausen ne furent nullement limitées à ce domaine. En effet, notre homme est un auteur complet et s'est également distingué en tant que réalisateur et producteur de certains des films dont il a signé les animations, en particulier au début de sa carrière avec ses adaptations de contes de fées. De plus, il sera producteur associé sur la plupart de ses grands succès. Le 7e voyage de Simbad, Jason et les Argonautes, Les premiers hommes dans la lune et La vallée de Gwangi, avant d'être producteur à part entière sur les 2 derniers volets de la trilogie Simbad et sur le choc des titans. En 2002, il parvient à faire aboutir un projet vieux de près de 50 ans, un court-métrage consacré à la fable d'Ésope, le lièvre et la tortue, sur lequel Harryhausen travaillait depuis 1952, mais qu'il dut mettre de côté car accaparé par d'autres projets. Notons qu'il réalisa toujours les illustrations et storyboards de ces séquences et qu'il collabora étroitement à l'écriture des scénarios de ses films. Ce fut notamment le cas des 3 Simbad. On le voit, Harryhausen n'est pas qu'un technicien, mais aussi un metteur en scène, un auteur à part entière, comme il le raconte lui-même. J'ai beaucoup de mal à me définir en quelques mots. Je dirais que je suis un cinéaste plus qu'un simple animateur ou un homme d'effets spéciaux. J'interviens dès l'écriture des histoires, parfois j'initie moi-même les histoires. Je porte plusieurs casquettes sur une production. À l'instar de son grand maître Willis O'Brien, Ray Harryhausen dut au cours de sa carrière abandonner certains projets qui lui tenaient à cœur.
Parmi toutes ces idées avortées, citons par exemple War Eagles, projet originellement envisagé par Marianne C. Cooper et son complice O'Brien dans les années 1930 et qui devait mettre en scène des vikings chevauchant des aigles géants pour combattre des dinosaures et des envahisseurs nazis, le tout en plein Arctique. Harryhausen tentera à son tour d'adapter le projet, mais faute de financement, abandonnera. Notons d'ailleurs que ce script alléchant inspirera bien plus tard le film Iron Sky, sorti en 2012, ainsi que sa suite Iron Sky The Coming Race, annoncée pour 2017, et qui dans son trailer nous gratifie déjà d'un Adolf Hitler chevauchant un T-Rex. Ça promet du lourd. Good. Then we can begin. Par ailleurs, Harryhausen songe à adapter La Guerre des mondes et La nourriture des dieux de H.G. Wells, entreprises qui n'aboutiront finalement pas. Le premier sera adapté entre autres en 1953 par Byron Askin, puis en 2005 par Steven Spielberg, et le second sera porté à l'écran à 2 reprises par Bert I. Gordon, réalisateur spécialisé dans les films de monstres géants. D'abord en 1965 avec Village of the Giants, puis en 1976 sous le titre Soudain les monstres. De plus, il souhaita à un moment concrétiser un projet déjà abandonné par O'Brien, The Valley of the Mist, dont la structure servira plus tard de base à la vallée de Gwangi. Une version des aventures du baron de Munchausen figura également parmi ses projets, sans toutefois aboutir. Ce personnage fit déjà l'objet d'un film de Georges Méliès, avant d'être adapté en 1943 par Joseph von Backi dans Les aventures fantastiques du baron de Munchausen, énorme succès dans l'Allemagne du Troisième Reich. Enfin, comme on l'a vu dans le dossier consacré à Chris Marker et Terry Gilliam, ce dernier en tira sa propre version en 1988. Après avoir envisagé la possibilité d'une adaptation des aventures de Tarzan, finalement abandonnée pour des raisons de droit, Harryhausen fut tenté de poursuivre les aventures de Sinbad, en envoyant notamment le marin oriental sur Mars. En outre, il pensa à Force of the Troyans, une suite du choc des titans, devant raconter le voyage d'Énée après la chute de Troie, mais aucune de ces idées n'aboutira à un film. Enfin, il fut approché pour adapter le roman The Princess Bride, écrit par William Goldman, afin de profiter de la nouvelle mode de l'heroic fantasy. Signalons au passage que Goldman fut récompensé à 2 reprises par l'Oscar du meilleur scénario, pour Butch Cassidy et le Kid, et pour Les Hommes du Président. Finalement, le film The Princess Bride se fera en 1987 sous la direction de Rob Reiner, le réalisateur du film culte Spinal Tap, et sera un succès. Authentique magicien du 7e art et artisan de génie, Ray Harryhausen, digne successeur de Méliès et d'O'Brien, a marqué de son empreinte le monde de l'imaginaire au cinéma. En près de 40 ans de carrière, il nous a légué une œuvre particulièrement vaste, abordant une multitude d'univers, du conte pour enfants à la science-fiction, en passant par l'épopée mythologique et la légende orientale, tout en y apportant sa touche personnelle. Il constitue donc une référence incontournable pour de nombreux réalisateurs. Steven Spielberg, autre grand fan de dinosaures comme en témoigne Jurassic Park, admettra l'influence énorme qu'a eu Ray Harryhausen sur son travail. Je voudrais qu'on se rende compte que nous ne serions pas là aujourd'hui à faire des films comme Jurassic Park ou Avatar sans Ray, le père de tout ce que nous faisons aujourd'hui dans le domaine de la science-fiction, du fantastique et de l'aventure. James Cameron confirme. Je pense que nous tous, créateurs dans les domaines de la science-fiction et du merveilleux au cinéma, avons le sentiment de nous tenir sur les épaules d'un géant. Sans la contribution de Ray à l'imaginaire collectif, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Signalons aussi que le néo-zélandais Peter Jackson, bien avant de réaliser King Kong et les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mit en scène ses premiers films en stop-motion alors qu'il était adolescent, preuve de son admiration pour le travail de Ray Harryhausen. La chose la plus importante qu'il ait faite, c'est d'avoir influencé et inspiré une ou même 2 générations de cinéastes. Je ne connais personne d'autre qui ait eu autant d'influence sur tous ces adolescents, ces enfants qui ont vu ces films et sont devenus réalisateurs, scénaristes ou créateurs d'effets spéciaux. L'inventivité de Harryhausen aura une incidence considérable sur la conception des effets spéciaux au cinéma et comptera de nombreux héritiers, comme David Allen, Phil Tippett et Dennis Muren. Ils auront l'occasion de travailler, ensemble ou séparément, sur des films comme E.T., Robocop, Willow, Terminator 2, Jurassic Park, sans oublier la saga Star Wars. Un autre réalisateur comme Guillermo del Toro a dédié son film Pacific Rim à ses monster makers préférés, Harryhausen et Ichiro Honda. Le travail de grands maîtres du cinéma d'animation s'inscrit également dans cette lignée. C'est notamment le cas de John Lasseter, directeur artistique des studios Pixar et Disney Animations. Je sais que ce n'est pas réel, mais bon sang, qu'est-ce que ça a l'air vrai. Voilà le sentiment que j'ai eu enfant en voyant au cinéma les films de Ray. D'ailleurs, une référence évidente à Harryhausen se glisse dans le premier volet de Monstres et compagnie, lorsque Bob, un petit cyclope vert, invite Celia, une cyclope violette avec des serpents en guise de cheveux, dans un restaurant nommé Harryhausen. J'ai réservé une table dans un boui-boui appelé Harryhausen.
De même, Peter Lord et Nick Park, créateurs de Wallace et Gromit, Chicken Run et Shaun le Mouton, ainsi que Henry Selick, véritable auteur de L'étrange Noël de Monsieur Jack éclipsé par Tim Burton, ne cachent pas leur admiration pour Harryhausen. Ces monstres ont du cœur, ces monstres ont du charme. Donc même s'ils vous effraient, à la fin du film, vous vous souvenez d'eux et vous vous souciez d'eux. Notons enfin que la stop motion, technique présente depuis les origines du cinéma et que Harryhausen a contribué à populariser, aura réussi à traverser les époques et à s'adapter aux nouvelles technologies, notamment au numérique. À l'heure actuelle, elle est encore utilisée, et les choix esthétiques d'un film comme Kubo et l'Armure Magique, 4e film des studios Laika sorti lors de l'été 2016, confirment l'importance et la pérennité de l'œuvre de Harryhausen. C'est la fin de ce hors-série Total Remake. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier. Ciao.